Je m'appelle Rose et, à 31 ans, j'ai appris que la vie se déroule rarement comme prévu. Je vis seule dans un appartement loué à l'autre bout de la ville, avec ma mère et ma jeune sœur, Abby. De l'extérieur, ma vie peut sembler simple, je suis diplômée de l'université, j'ai un emploi stable et je vis de façon indépendante. Mais l'histoire de mon parcours est loin d'être simple. J'avais 7 ans lorsque mon père est mort. Les souvenirs de cette époque sont flous aujourd'hui, mais je me souviens que ma mère essayait de tenir le coup pour moi, ses sourires forcés n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Un an plus tard, elle a épousé Tom, et peu après, ma demi-sœur, Abby, est entrée dans notre vie. Tom s'est avéré être le beau-père dont rêvent la plupart des enfants, il me soutenait, était gentil et voulait vraiment faire partie de ma vie. Mais la vie nous a envoyé une autre balle courbe lorsque Tom est tombé malade pendant les années de lycée d'Abby. Je venais de commencer ma carrière après l'université, j'avais enfin l'impression de prendre pied dans le monde des adultes. Et puis, comme ça, il n'était plus là. Maman était dévastée, et les finances de notre famille se sont effondrées. Je ne sais pas ce que nous allons faire, avoue-t-elle un soir en regardant une pile de factures sur la table de la cuisine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les triait. C'est à ce moment-là que j'ai pris les choses en main. J'ai commencé à aider à payer la maison, à faire en sorte que maman puisse garder un toit au-dessus de leur tête. Mais il n'y avait pas que les factures, il fallait aussi penser à Abby. Elle était encore au lycée, essayant de s'intégrer à ses camarades et de maintenir un certain sens de la normalité. Je me souviens du jour où nous sommes allés acheter sa robe de bal. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a essayé cette magnifique robe bleue, mais j'ai vu son visage se décomposer lorsqu'elle a vérifié l'étiquette de prix. C'est bon, Abby, ai-je dit en sortant ma carte de crédit. Tu mérites de te sentir spécial pour ton bal de fin d'année. La robe a coûté plus que ce que j'aurais dû dépenser, mais le fait de voir sa confiance en elle s'épanouir valait chaque centime. J'ai continué à lui acheter des vêtements, en veillant à ce qu'elle ne se sente jamais dépaysée parmi ses amis. Lorsque les lettres d'acceptation des universités ont commencé à arriver, j'ai pris une autre décision importante. J'avais économisé pour m'acheter une nouvelle voiture, la voiture de mes rêves, en fait. Mais en voyant l'excitation d'Abby lorsqu'elle a ouvert sa lettre d'acceptation à l'université d'État, j'ai su ce qu'il me restait à faire. Je vais t'aider à payer les frais de scolarité, lui ai-je dit ce soir-là au cours du dîner. Tu te concentres sur tes études. Ce n'était pas une école très chère par rapport aux universités privées, mais cela signifiait quand même que je devais mettre mes propres rêves entre parenthèses. Chaque semestre, je faisais des chèques pour payer ses frais de scolarité et je voyais mon budget voiture diminuer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais le fait de l'avoir marché sur cette scène lors de la remise des diplômes a fait que tout cela en valait la peine. Comme tout mon argent servait à payer les frais de scolarité d'Abby, j'ai dû faire des compromis. Le plus important se trouvait sur le parking du bureau, une Honda Civic de 1998 qui semblait avoir survécu à plusieurs apocalypses. La peinture s'écaillait par plaques, laissant apparaître différentes nuances de rouille. Et la portière du passager avait une bosse de la taille d'un ballon de basket. Et le capot avait plus d'égratignures que les meubles d'une dame au chat. Chaque matin, Jerry, le concierge de notre immeuble, balayait l'entrée lorsque j'arrivais. Il ne manquait jamais une occasion de commenter ma voiture. Regardez qui a réussi à passer une journée de plus sans être envoyé à la casse, disait-il en souriant, appuyé sur son balai. Les camions poubelles doivent se relâcher, mademoiselle Rose. Et, ne leur donne pas d'idée, Jerry, lui répondais-je en riant. Cette beauté a encore au moins 10 ans devant elle. La voiture est devenue une sorte de légende au bureau. Mes collègues plaisantaient sur la création d'un GoFundMe pour sauver Rose du tétanos. Même ma patronne haussait un sourcil chaque fois qu'elle me voyait en sortir. Rose, tu sais que tu devrais bientôt être augmentée, a-t-elle laissé entendre un jour. Il est peut-être temps d'envisager une revalorisation ? Mais je me suis contentée de secouer la tête. Tant que cela me permet d'aller du point A au point B, c'est bon. En outre, j'ai d'autres priorités pour l'instant. Ces priorités consistaient principalement à faire des heures supplémentaires,
à prendre en charge des projets supplémentaires et à s'assurer qu'Abby avait tout ce dont elle avait besoin pour l'université. Les rendez-vous ? Je n'en ai pas tenu compte. Les quelques hommes qui m'ont invité à sortir ont probablement changé d'avis après avoir vu ma voiture. Les années se sont écoulées dans un flou de présentations, de réunions avec les clients et de soirées tardives au bureau. Pendant qu'Abby préparait son diplôme, je gravissais les échelons de l'entreprise. Toutes ces heures supplémentaires et ces responsabilités additionnelles ont finalement porté leurs fruits lorsque j'ai été promu chef de service. Le lendemain de cette promotion, je suis entré chez le concessionnaire et je me suis acheté une Nissan toute neuve. Rien de très tapa accent grave-l'œil, mais une voiture bien différente de ma voiture rouillée. L'expression du visage de Jerry lorsque je suis arrivé au volant de la voiture le lendemain matin n'avait pas de prix. Il s'est redressé comme un soldat, m'a fait un salut exagéré et a ouvert la porte d'entrée de l'immeuble avec éclat. « Votre limousine vous attend, madame la patronne », a-t-il annoncé assez fort pour que tout le monde dans le hall l'entende. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Repos, Jerry. Mais je dois admettre que c'est agréable de ne plus avoir à se soucier du tétanos. Et notre routine matinale va me manquer, dit-il avec un soupir moqueur. Qui vais-je taquiner maintenant ? Les voitures des autres sont tellement normales. Et la Nissan n'était pas seulement une voiture, c'était un symbole du chemin parcouru. Abby venait d'être diplômée de l'université, ma carrière décollait et, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer un peu plus facilement. Alors que je pensais que la vie s'installait dans une routine confortable, Abby est passée à l'improviste dans mon appartement un samedi matin. Elle était pratiquement en train de bondir sur les murs, excitée. Je vais me marier, a-t-elle crié en exhibant une bague de fiançailles. John a fait sa demande hier soir. Je savais qu'ils vivaient ensemble depuis la fin de ses études, mais le mariage ? C'était inattendu. La suite a été encore plus inattendue. Le mariage aura lieu dans 6 mois, a-t-elle annoncé en sortant son téléphone pour me montrer des tableaux Pinterest remplis d'idées de mariage élaborées. J'ai vraiment besoin de ton aide pour tout organiser. J'ai pris une grande inspiration. Bien sûr que je t'aiderai, Abby. Mais soyons réalistes. Nous devrions prévoir quelque chose de beau mais de modeste. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Oh. Absolument. Rien d'extravagant. Juste une petite fête intime. Bien, dis-je, soulagé. Pourquoi ne pas établir un budget prévisionnel ? Nous pourrons l'examiner ensemble et trouver ce qui est le plus raisonnable. Maman a été ravie d'apprendre notre conversation. C'est merveilleux de vous voir travailler ensemble comme ça, a-t-elle dit lors de notre dîner hebdomadaire. Rose, tu as toujours été une si bonne sœur pour Abby. Mais la vie a eu d'autres projets. L'appel est arrivé un mardi matin. Grand-mère Hélène, la mère de mon père, était décédée dans son sommeil. Et la nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle était venue à la remise de mon diplôme universitaire, m'envoyait des cartes d'anniversaire chaque année et prenait toujours le temps de nous appeler le dimanche. Les funérailles ont été modestes mais magnifiques. Alors que j'écoutais le pasteur, les souvenirs ont afflué. Les biscuits de Noël dans sa cuisine, l'heure du conte dans son jardin. La façon dont elle me donnait des bonbons pendant la messe quand maman regardait. Je n'avais pas réalisé à quel point ces appels hebdomadaires me manqueraient jusqu'à ce qu'ils disparaissent à jamais. Après la messe, l'avocat m'a convoqué dans son bureau. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être quelques photos de famille ou les vieux dossiers de papa que grand-mère avait conservés. A eu lieu de cela, il a glissé 2 documents sur son bureau, l'acte de propriété de la maison de grand-mère et un relevé bancaire indiquant un virement de $300 000 sur mon compte. J'ai passé les semaines suivantes à emballer mon appartement et à emménager dans la maison de Grand Ashmer. A eu début, c'était étrange de dormir dans la chambre d'amis que j'avais utilisée pendant les visites de mon enfance. La maison était remplie de souvenirs, certains heureux, d'autres doudaches amers. Je ne pouvais pas encore me résoudre à changer quoi que ce soit. Pas même le papier peint fariné de la cuisine que j'avais toujours trouvé un peu exagéré. Abby a encore débarqué à l'improviste, cette fois au moment où je déballais des cartons dans le salon. « Oh mon Dieu, Rose, tu as de la chance !» s'est-elle exclamée en passant sa main le long de la rampe d'acajou. « Cette maison est magnifique, et tout cet argent aussi. Tu parles d'une chance inouïe. »
J'ai posé la boîte que je tenais et je me suis tournée vers elle. De la chance? Abby, ma grand-mère vient de mourir. Eh bien, oui, commença-t-elle, avant de s'interrompre devant mon expression. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge murale de grand-mère. Quelques jours après avoir emménagé dans la maison de grand-mère, je me suis arrêtée chez maman pour notre habituel dîner dominical. Dès que je suis entrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Abby était assise à la table de la cuisine, vibrant pratiquement d'une énergie à peine contenue. Rose, s'est-elle exclamée avant même que j'aie pu enlever mon manteau. J'ai pensé au mariage. Maintenant que tu as reçu tout l'argent de ta grand-mère, nous pouvons enfin faire en sorte qu'il soit vraiment spécial. J'ai accroché mon manteau lentement, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu sais, a-t-elle continué, en sortant un nouveau plan de mariage, beaucoup plus élaboré, sur son iPad. Au lieu de la petite salle que nous avons visitée, nous pourrions réserver l'hôtel Grand Plaza. Et au lieu d'un simple buffet, nous pourrions faire un dîner composé de 5 plats. Oh, et j'ai trouvé cette superbe robe de créateur. Je l'ai interrompue en m'asseyant à la table. L'héritage ne change rien à notre accord précédent, Abby. Son visage s'est décomposé. Mais pourquoi pas? Tu as tout cet argent maintenant. 3 cents,000. C'est plus qu'assez pour m'offrir le mariage dont j'ai toujours rêvé. Cet argent est pour ma grand-mère? Abby. J'ai des projets pour cet argent, j'en investirai une partie, je ferai peut-être des rénovations dans la maison. Ce n'est pas un fonds pour le mariage. Pourquoi es-tu si égoïste, s'est-elle emportée, le ton montant. Tu es ma sœur. C'est ton devoir de m'aider. Le mot « devoir » m'a frappé comme une gifle. Je sentais la chaleur monter à mes joues, des années de frustration accumulées ayant soudain explosé. Mon devoir, dis-je en m'efforçant de garder une voix stable. Était-ce mon devoir de payer l'intégralité de tes frais d'inscription à l'université? Était-ce mon devoir de t'acheter de nouveaux vêtements pendant tout le lycée pour que tu ne te sentes pas exclu? Était-ce mon devoir de conduire une voiture qui avait l'air d'appartenir à une casse pour que tu puisses vivre une expérience normale à l'université? C'est différent, a-t-elle protesté, mais je n'avais pas fini. Qu'en est-il de tout ce que j'ai déjà payé pour ce mariage? La compte pour le lieu de réception? Le traiteur? Les fleurs et les décorations? La robe de mariée qui a coûté plus cher que mon premier mois de loyer? Maman se tenait dans un coin, remuant méthodiquement une casserole de sauce qui n'avait pas besoin d'être remuée. Les filles, vous devriez peut-être le faire. Abby a repoussé sa chaise si fort qu'elle a raclé le sol. Vous savez quoi? Gardez votre précieux héritage. Je suppose que l'argent montre vraiment le vrai visage des gens. Et c'est le cas de la tienne, Rose. Elle sortit en claquant la porte d'entrée si fort que les vitres s'entrechoquèrent. Le bruit du moteur de sa voiture et le crissement des pneus sur la chaussée résonnent dans la maison soudain silencieuse. Maman finit par arrêter de remuer la sauce. Elle va se calmer, dit-elle à voix basse, mais elle n'a pas l'air convaincue. J'y suis restée assise là, à regarder l'entrée vide où ma sœur s'était tenue, me demandant comment nous en étions arrivés là. J'avais passé des années à essayer de donner à Abby tout ce dont elle avait besoin, tout ce que je pensais qui la rendrait heureuse. Maintenant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est de lui apprendre à attendre toujours plus, sans jamais penser au coût, non seulement financier, mais aussi émotionnel. J'ai su que quelque chose n'allait pas lorsque mon téléphone n'a pas cessé de bourdonner. Il y a d'abord eu les messages Facebook, puis Instagram, puis les textos directs. Tous émanaient de proches de Tom, de tantes, d'oncles, de cousins que je connaissais à peine, mais qui étaient restés en contact par l'intermédiaire des médias sociaux après sa mort. Comment avez-vous pu faire cela à votre propre sœur? C'est ta seule sœur, Rose, la famille aide la famille. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste avec ton argent. Chaque message me faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je les ai fait défiler, en essayant de comprendre ce qui se passait. Puis vint un message particulièrement méchant de Sarah,
la cousine de Tom. Abby nous a tout raconté. Refuser de l'aider pour son mariage alors qu'on est assis sur un tas d'argent? Honte à vous. C'est là que le déclic s'est produit. Abby n'était pas seulement en colère, elle s'employait à monter les gens contre moi. À eu travail, j'ai remarqué les chuchotements et les regards de travers. Karen, de la comptabilité, qui passait habituellement à mon bureau tous les matins pour prendre un café, avait soudain des réunions pendant notre temps de discussion habituel. Puis James, du service marketing, m'a coincé dans la salle de repos. Rose, dit-il en remuant maladroitement son café. Tout va bien à la maison? Ma femme suit Abby sur Instagram. Elle a posté des choses assez émouvantes sur la trahison d'une famille. J'étais sur le point d'expliquer quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? C'est Rose Mitchell? La voix était âgée mais tranchante, comme un couteau enveloppé de velours. Oui, qui est-ce? C'est Margaret Henderson, la grand-mère d'Abby. J'ai entendu des choses troublantes à votre sujet, jeune fille. J'ai eu un haut le cœur. J'avais rencontré Madame Henderson quelques fois lors de réunions de famille. C'était la mère de Tom, toujours à l'écoute d'Abby, mais qui reconnaissait à peine mon existence. Madame Henderson, je pense qu'il y a un malentendu. Ne m'interrompez pas, dit-elle. Abby m'a tout raconté. Comment vous accumulez votre héritage, alors qu'elle se bat pour organiser son mariage? Sais-tu à quel point c'est difficile pour elle? Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Et tu essaies de gâcher ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie. Ce n'est pas du tout vrai, ai-je protesté. J'aide Abby depuis des années. J'ai payé son université, ne me mens pas, dit-elle. Abby m'a raconté la vraie histoire. Tu as reçu un pactole de ta grand-mère, et maintenant tu es trop égoïste pour le partager avec ta sœur. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. La ligne s'est coupée avant que je puisse répondre. L'héritage de grand-mère Hélène ne datait pas d'une semaine, d'une manière ou d'une autre, il avait bouleversé ma vie. J'ai essayé d'appeler Abby, mais elle ne répondait pas. Après 3 jours d'appels ignorés et de messages sans réponse, j'en avais assez. Je savais qu'Abby serait chez maman pour leur déjeuner hebdomadaire, alors j'y suis allée en voiture. Mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je les ai trouvées dans la cuisine. Maman était au fourneau et Abby se prélassait à la table, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entrée. Il faut qu'on parle, ai-je dit, ma voix tremblant de colère à peine contrôlée. C'est quoi cette campagne de harcèlement que tu m'opposes? Abby a posé son téléphone avec une lenteur exagérée. Oh, tu veux dire aux gens la vérité sur ta cupidité? La vérité? Je sentais ma pression sanguine monter. Tu répands des mensonges à mon sujet à tous ceux qui veulent bien t'écouter. Mes collègues posent des questions, les parents de Tom m'envoient des messages de haine, et ta grand-mère, peut-être que si tu n'étais pas si avare de ton argent, je n'aurais pas besoin de dire quoi que ce soit aux gens. Elle s'est interrompue en examinant ses ongles. Mais voilà. Tu peux faire en sorte que tout ça s'arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Elle s'est redressée, avec un regard calculateur que je n'avais jamais vu auparavant. Les 20 000 $ sur lesquels nous nous étions mis d'accord? Ça ne suffira plus. J'ai besoin de 100 000 $ pour le mariage. Je pensais avoir mal entendu. 100 000 $, c'est vrai, elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Tu as 300 000 $ qui dorment là. Qu'est-ce que 100 000 $ entre sœurs? Tu as perdu la tête, ai-je dit en secouant la tête, incrédule. Non seulement je ne te donne pas une telle somme, mais j'annule tout ce que j'ai déjà payé. La robe, le lieu, tout. Abby s'est levée si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Tu n'oserais pas les filles, s'il vous plaît, intervint maman en s'essuyant les mains avec un torchon. On ne peut pas en discuter calmement, il n'y a rien à discuter. Dis-je en tenant toujours mon téléphone. J'ai passé toute ma vie d'adulte à aider Abby. J'ai payé son université tous les semestres. Je lui ai acheté des vêtements, sa robe de bal, tout ce dont elle avait besoin.
Et c'est comme ça qu'elle me remercie? En essayant de me faire chanter, tu es obligé de m'aider, hurla Abby, son visage devenant rouge. Tu es ma sœur. Et maintenant que tu es riche, tu dois me donner plus. Je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit, répliquait Dash. Je. Cet héritage? Il vient de ma grand-mère. La mère de papa, pas la tienne. Ce n'est pas juste, dit Abby en claquant la main sur la table. Pourquoi devrais-tu avoir tout cet argent, juste parce que c'était ta grand-mère? Nous sommes sœurs. Demi-sœurs, corrigeai-je, regrettant immédiatement la dureté de mon propos. Oui. C'est tout à fait juste. Grand-mère Hélène était la mère de mon père. Elle avait tout à fait le droit de laisser son argent à qui elle voulait. Les yeux d'Abby se rétrécirent jusqu'à devenir des fentes. Très bien, comme tu veux. Mais si tu ne me donnes pas ces $100 000, je ferai de ta vie un enfer. Je dirai à tout le monde quelle horrible personne vous êtes. Je le publierai sur internet. Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu as abandonné ta seule sœur au moment où elle avait le plus besoin de toi. J'ai passé la soirée à appeler le lieu du mariage, le traiteur, le fleuriste, le magasin de robes. À chaque annulation, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé le mariage de ma sœur. Maman m'a appelé le lendemain matin, alors que je me préparais pour le travail. Rose, tu dois reconsidérer ta décision, dit-elle d'une voix fatiguée. Abby a pleuré toute la nuit. On ne peut pas revenir au plan initial? Les 20 000? Je m'assurerai qu'elle s'excuse publiquement pour tout ce qu'elle a dit sur toi. J'ai fait une pause, réfléchissant. Si elle fait des excuses publiques et retire tous les mensonges qu'elle a répandus, je pourrais y réfléchir. Mais j'ai besoin de voir les excuses d'abord. Je lui parlerai, maman l'a promis. Elle le fera, elle doit le faire. Mais Abby avait d'autres projets. Le lendemain, alors que j'étais en réunion au travail, mon téléphone s'est mis à bourdonner d'alertes provenant de mon système de sécurité domestique. Je me suis excusée et j'ai vérifié le flux en direct. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Abby était dans mon jardin et lançait des pierres à travers mes fenêtres. Le bruit du verre brisé résonnait dans les haut-parleurs de mon téléphone. Mais elle n'en avait pas fini. Elle est passée au jardin de fleurs bien-aimé de grand-mère, aux roses qu'elle avait tendrement entretenues chaque printemps, aux lys qu'elle avait divisées et replantées chaque automne. Abby les arrachait par les racines, les jetait sur la pelouse comme s'il s'agissait de mauvaises herbes. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police. J'ai la preuve vidéo que quelqu'un a vandalisé ma propriété, ai-je dit en regardant une autre fenêtre voler en éclats. À eu poste de police, j'ai trouvé non seulement Abby, mais aussi son fiancé John et ses parents. Ils devaient être en train de déjeuner ensemble lorsque la police est venue la chercher. Espèce d'ordure puante! Abby a crié en me voyant. Tu as tout gâché. J'espère que tu es heureuse dans la maison de cette vieille femme morte. Ça suffit, a prévenu le policier. Encore un accès de colère et tu seras en cellule. Le policier a diffusé les images de sécurité sur un grand écran. La vidéo était claire comme de l'eau de roche, le visage d'Abby était clairement visible alors qu'elle détruisait systématiquement mes biens. Et la mère de John a sursauté. De manière audible. John, dit lentement son père, est-ce vraiment le genre de personne que tu veux épouser? Oh, taisez-vous, leur dit Abby en claquant la porte. Vous ne savez rien de tout cela. Elle l'a mérité. C'est une égoïste, une avide, jeune fille, interrompt le père de John, la seule personne qui fait preuve d'avidité et d'égoïsme ici, c'est vous. John n'a pas dit un mot. Il fixait la vidéo, puis Abby, comme s'il la voyait pour la première fois. Je veux porter plainte, ai-je dit à l'officier, ignorant les SMS frénétiques de maman qui me suppliait de ne pas le faire. Pendant que je remplissais les papiers, je pouvais entendre Abby en arrière-plan, qui pleurait et suppliait John de ne pas partir. Mais quelque chose s'était brisé, non seulement mes fenêtres, mais aussi l'illusion de qui était vraiment ma sœur. Une semaine après l'incident du poste de police. J'étais à mon bureau en train d'examiner des rapports trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. C'était une notification Facebook,
quelque chose que j'aurais normalement ignoré pendant les heures de travail, mais celle-ci a attiré mon attention. Abby avait posté une mise à jour. Chers amis et famille, en raison de circonstances indépendantes de ma volonté, le mariage a été reporté indéfiniment. Je vous demande de respecter votre vie privée pendant cette période difficile. Que Dieu vous bénisse. La section des commentaires se remplissait déjà de messages de sympathie de la part de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. J'ai fermé l'application et je suis retourné au travail, mais mon téléphone n'a cessé de bourdonner de messages de membres de ma famille qui avaient enfin appris la vérité. Sarah, la cousine de Tom, a été la première à appeler. La même Sarah qui m'avait envoyé ces messages de colère quelques semaines auparavant. Rose, je te dois des excuses, dit-elle, la voix chargée de regret. Je viens d'apprendre ce qui s'est réellement passé par la mère de John. Et John a repris la bague. Et elle a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ferait une chose pareille à sa propre sœur. Il l'a mise à la porte le jour même. Il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité de vivre avec quelqu'un qui pouvait craquer comme ça. Elle est retournée chez ta mère maintenant. Après l'appel de Sarah, d'autres personnes ont commencé à lui tendre la main. Les mêmes membres de la famille qui m'avaient condamné s'excusaient maintenant, ayant enfin vu Abby pour ce qu'elle était vraiment. Mais l'appel le plus dur est venu ce soir-là de maman. Rose, commença-t-elle, la voix tranchante. Comment as-tu pu porter plainte contre ta propre sœur? Sais-tu ce que tu as fait à sa vie? Son mariage est annulé, elle a perdu sa maison. Je l'ai laissé continuer pendant quelques minutes, avant de l'interrompre discrètement. Maman. Est-ce qu'Abby t'a dit ce qu'elle a dit à propos de grand-mère Hélène au poste de police? De quoi tu parles? J'ai pris une grande inspiration et j'ai répété mot pour mot les paroles d'Abby, toutes les choses cruelles et haineuses qu'elle avait criées à propos de ma grand-mère. Sur le fait qu'elle espérait que j'aimais vivre dans la maison d'une vieille femme morte. Et la ligne est devenue si silencieuse que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Je ne savais pas, dit finalement maman, sa voix dépassant à peine un murmure. Rose, je suis vraiment désolée. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ta grand-mère, elle vous aimait tellement toutes les deux, même si Abby n'était pas de son sang. Elle n'a jamais fait cette distinction. 2 mois passèrent. La vie a repris son cours normal. J'ai fini de replanter le jardin de grand-mère, en choisissant toutes ses variétés préférées, les roses dans lesquelles elle se baignait chaque hiver, les iris violets qu'elle avait divisés et partagés avec les voisins, les lys blancs qui avaient fleuri lors de son mariage. Les nouvelles fenêtres étaient mieux isolées que les anciennes, et j'avais ajouté des lumières de sécurité autour de la propriété, juste au cas où. Maman m'a invité à prendre un café un dimanche après-midi. J'ai demandé à Abby de déménager. En me versant une tasse, maman m'a dit, elle était devenue impossible à vivre. Elle se mettait en colère tout le temps, se disputait pour tout et n'importe quoi. Elle blâme tout le monde pour ses problèmes. Elle loue un appartement avec son ami de l'université et travaille dans une petite agence de marketing au centre-ville. Je ne vais pas lui pardonner, maman, dis-je doucement en remuant mon café. Pas cette fois. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Je sais, dit-elle en me serrant la main de l'autre côté de la table. Et ce n'est pas grave. Tu as déjà fait plus que ce qu'il fallait pour elle. Plus que ce que la plupart des sœurs auraient fait. Maman et moi avons toujours nos dîners hebdomadaires. Nous partageons des recettes et des souvenirs, et parfois nous regardons de vieux albums de photos datant de l'époque où papa était en vie, où notre famille était plus petite, mais d'une certaine manière moins compliquée. Nous ne parlons pas d'Abby. Son nom est devenu un silence entre nous, mais pas un silence gênant.